Bonsoir à tous. Merci d'être venus à notre soirée. C'est la soirée des 30 ans de l'IFOD. Donc c'est un gros événement pour nous, mais c'est aussi un plaisir de vous retrouver. Donc je suis ravie de vous accueillir en tant que responsable de l'IFOD, avec justement nos intervenants et puis vous qui participez à ces 30 ans. Voilà. C'est nos 30 ans, donc on va les fêter après. Donc c'est vraiment un temps qui nous est cher. Alors 30 ans. Pendant 30 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Donc c'est une école qui a été fondée par Olivier de Villard, qui a commencé à développer cette école autour du coaching individuel et du coaching d'équipe. Et nous avons repris le relais avec une équipe il y a maintenant 9 ans, où on a pu aussi développer d'autres offres d'expertise comme l'analyse transactionnelle, la systémique, le co-développement, le coaching équin également, qui nous est cher. Et puis, on a ouvert également tout un pan d'offres qui tournait vers le monde de l'entreprise pour utiliser des techniques de coaching pour accompagner les individus et les équipes, aussi bien en développant des soft skills, mais également sur la partie manager coach et RH coach attitude. Donc c'est une très belle aventure entrepreneuriale qui a pu se développer ces dernières années, aussi bien avec des moyens techniques. On a développé du blended, on a développé toutes nos formations en distanciel, donc animées et développées autour d'une plateforme. Donc ça, on en est très fiers parce que ça a été un tournant qu'on a pris avant l'événement du Covid. Et puis, c'est aussi la capacité de l'école à délivrer des certifications reconnues par l'État au répertoire spécifique. On est en renouvellement du titre RNCP. Certains coachs ici vont reconnaître le terme RNCP. Je ne rentrerai pas dans les détails. Et puis, c'est aussi, bien sûr, une équipe. Alors, je vais pas me lancer dans une longue liste de remerciements de tout ce qui s'est passé avec certaines personnes, mais c'est vrai qu'on a démarré. C'était Karine, c'était Alexandra, c'était Claire, c'était Hélène, Baptiste, c'était le début. Et puis on a grandi et on s'est ouvert dernièrement avec une équipe qui est beaucoup plus élargie, avec justement Alexandra, une autre Alexandra, Lucie, Leslie, et j'oublie plein de monde, donc j'en suis désolée. Mais aussi 36 intervenants. Donc ça aussi, ça a été une communauté qu'on a réussi à faire grandir et à travailler aussi de concert avec justement cette ambition de pouvoir apporter des contenus, une posture, mais aussi un sens au métier auquel on forme dans notre école. Il y a 18 mois, une autre aventure magnifique nous est arrivée. Nous nous sommes associés avec le Centre de l'intelligence émotionnelle, qui vraiment a un sens évident pour nous en tant que coach, de pouvoir développer justement toute la partie liée à l'intelligence émotionnelle, dans mieux comprendre ses émotions, comment prendre conscience, comment accompagner ces émotions en les utilisant pour développer nos compétences. Mais on va en reparler ce soir, je ne vais pas rentrer plus en détail. Donc je suis ravie d'être avec vous ce soir. Je vais passer la parole à Dominique Pépin, qui est un coach certifié IFOD, journaliste et qui va également animer la table ronde. Merci d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup Nathalie. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors l'intelligence artificielle, on en parle partout. Vous connaissez ChatGPT? Oui. Alors ChatGPT, c'est un chatbot, c'est un outil conversationnel qui utilise l'intelligence artificielle pour répondre aux questions de ses utilisateurs. Et ChatGPT a suscité une curiosité incroyable. Ça a été lancé en novembre. ChatGPT, en janvier, avait déjà atteint 100 millions de visiteurs uniques. C'est rapide, c'est très rapide parce que si on compare ça à TikTok, TikTok a mis 9 mois pour atteindre ce résultat-là. Instagram, 2 ans et demi. Alors avec ChatGPT, on s'est tous aperçus qu'il y avait quelque chose qui se passait, qu'il y avait une révolution technologique incroyable qui était en cours et que ça allait bouleverser tous les secteurs, dont celui du coaching très certainement. Pourtant,
l'histoire de l'intelligence artificielle et du coaching, c'est pas si récent que ça. Dans les années 60, le MIT a mis au point un chatbot qui utilisait déjà de l'intelligence artificielle, qui s'appelait ELISA. ELISA simulait des sessions avec un psychothérapeute. Alors l'utilisation de l'intelligence artificielle, là où on met l'humain au cœur des pratiques, n'est pas sans poser de questions. D'autant plus que le phénomène s'accélère. Alors Nathalie l'a dit, l'IFOD fête ses 30 ans, c'est l'âge de tous les possibles. Et donc il était normal ici de s'interroger sur les aspects positifs de l'apport de l'IA dans le coaching, mais aussi de s'interroger sur les dérives et les dangers potentiels que peut engendrer son utilisation. Alors, coacher l'humain avec l'intelligence artificielle. Jusqu'où? Comment? Pour répondre à ces questions, j'ai de la chance, je suis bien entouré. Elisabeth Guy-Dubois, bonsoir. Elisabeth, vous êtes directrice Talent Management chez Oasis et compagnie. Vous êtes référente OI, Global Partners, perspective du coaching à l'international. Alors effectivement, votre expérience à l'international va nous permettre un petit peu d'élargir notre point de vue, de voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. À côté de vous, Lucie Loras, vous êtes directrice du Centre de l'intelligence émotionnelle. Qu'est-ce que c'est l'intelligence émotionnelle? Alors Nathalie l'a un peu dit. L'intelligence émotionnelle, c'est la capacité à identifier, comprendre, accueillir ses émotions et celles des autres pour les réguler et pour prendre des décisions intelligentes. Alors l'humain versus la machine, compétition, collaboration, jusqu'où peut-on aller? Votre expertise était indispensable sur cette table ronde. Sarah Thévenet, bonsoir. Bonsoir. Sarah, vous êtes coach professionnel. Vous êtes passionnée par les évolutions futures et au sein d'ICF France, vous avez participé aux travaux de la commission Génération Future et de la commission Digital Intelligence Artificielle et Coaching. Vous êtes également enseignante à l'ESCA, qui est une école de management. Vos réflexions nous seront très utiles, notamment pour aborder les questions d'éthique autour de l'utilisation de l'IA dans le coaching. Et à côté de moi, Olivier Malafrante. Olivier, vous êtes coach professionnel certifié, doctorant, vous travaillez sur l'utilisation de l'IA dans le coaching. Vous avez créé Pocket Confident qui propose de l'IA coaching. Et dans quelques instants, nous allons voir un petit peu de quoi il s'agit. D'ailleurs, on va le voir tout de suite. Vous pouvez nous montrer un tout petit peu ce que vous proposez à qui d'ailleurs? Là, avec mes travaux de recherche, et donc on propose ce que je vais vous montrer aux managers et leaders dans les entreprises. Donc mon sujet de recherche, c'est le développement de la compétence des leaders en situation avec IA et coaching. Alors, petite démo, courte. Voilà, donc là par exemple, cette interface, c'est un agent conversationnel, on appelle ça un agent incarné. Je développe ça en fait en partenariat avec un partenaire de recherche, la société Davi de Humanizers, une société aussi IA française qui développe des agents, enfin des interfaces utilisateurs. Donc moi, je ne développe pas les interfaces utilisateurs, je suis plutôt dans le paramétrage et l'ingénierie, on va dire, du questionnement ou de certains protocoles techniques de coaching derrière. Et donc, ensemble, on a fait, donc ça, c'est une interface proto pour la recherche que j'utilise dans mon doctorat avec des entreprises. Et donc, on offre cette interface à des managers et des leaders pour leur permettre en fait d'avoir des exercices de réflexion, de réflexivité, donc d'auto-coaching pour pouvoir en fait discuter de certaines situations. Voilà, donc je vais laisser le micro. Donc là, par exemple, là j'avais déjà en fait démarré juste avant parce qu'il y a des petites questions de filtrage, est-ce que je suis un leader ou pas, donc ça prend quand même 2-3 minutes. Donc pour se concentrer sur l'expérience, voilà, on est sur le démarrage de la situation, de la conversation. Donc là, par exemple, l'avatar me demande voilà, comment je me sens, de quoi est-ce que j'aimerais parler aujourd'hui. Et donc je vais dire, voilà, je suis anxieux car je dois partager une décision importante avec mon équipe. Voilà, un cas d'usage que je vois revenir dans la recherche que je fais avec certains leaders. Alors, je comprends. Ah, j'ai pas mis le son. Attendez. Pourquoi est-ce important pour vous de la partager avec votre équipe? Donc, comment est-ce que je décrirais cette décision et pourquoi c'est important de la partager avec mon équipe? Alors,
je manque de compétences techniques dans mon équipe et je souhaite et je décide, de faire de la sous-traitance pour aller trouver de nouvelles compétences. Donc j'ai besoin de faire adhérer mon équipe. Bon, tout simplement. Je vois. Comment pensez-vous que votre équipe pourrait réagir à cette décision? Y a-t-il des membres de l'équipe qui pourraient se sentir menacés ou inquiets? Alors c'est une bonne question. Comment pensez-vous que votre équipe pourrait réagir? Il pourrait ne pas adhérer du tout. Et est-ce qu'il y a des membres de l'équipe qui pourraient se sentir menacés? Peut-être, oui. Peut-être certains membres pourraient se sentir menacés. J'aimerais les persuader de me suivre, par exemple. Compris. Comment vous sentez-vous à propos de cette situation? Êtes-vous confiant dans votre capacité à persuader votre équipe de vous suivre? Voilà, donc là, par exemple, ce qui est intéressant, c'est de voir, on va dire un peu l'écoute active, c'est-à-dire que l'interface, la technologie est capable, on va dire, d'identifier certains de mes propos, de les réutiliser quand elle va formuler une nouvelle question pour permettre d'avancer. Et donc là, comme je commence à parler, on va dire, de persuasion, elle vient me poser des questions pour aller creuser, on va dire, ma représentation, par exemple, de ma confiance et me faire formuler, me faire réfléchir à comment est-ce que je vais pouvoir partager cette décision ou éventuellement augmenter ma confiance. Donc là, pendant 15-20 minutes, si je continue, je converse avec cette interface qui va m'amener sur différentes étapes, on va dire, d'une conversation de coaching, de l'état présent à l'état ressources, à une formulation d'objectifs et de priorités. Et à la fin, elle va me faire réfléchir à l'évaluation de mon progrès ou de l'expérience avec l'interface. Donc aujourd'hui, ça fonctionne déjà? Alors ça commence à fonctionner. Justement, je suis dans un projet de doctorat en ce moment. Je viens de finaliser la 2e année, donc je rentre dans la dernière année. Et je suis en train d'avoir les premiers papiers, on va dire, académiques, scientifiques, là, acceptés, par exemple, pour l'Association de gestion des ressources humaines en octobre prochain, où je vais justement présenter les premiers résultats avec une vingtaine de leaders qui ont utilisé cette interface. Ça intéresse déjà une entreprise au Royaume-Uni, non? Oui, alors il y a plusieurs partenaires. Il y a une multinationale avec une école aussi de formation et de coaching en Angleterre. Il y a une société de conseil en France. Il y a une société aussi qui fait de l'éducation en ligne aux États-Unis. Donc il y a différents partenaires qui ont rejoint ma recherche et du coup qui me permettent d'accéder à des managers et des leaders pour justement aller travailler à partir de la recherche-action. Donc pour travailler avec des données réelles, en contexte, et donc pour pouvoir paramétrer les outils et créer des connaissances à partir d'un milieu concret, si je peux le dire comme ça. Merci Olivier, je vais me tourner vers vous. Alors juste en quelques mots, parce qu'on va développer un petit peu après. Vous pensez quoi de ça, Elisabeth? C'est facile. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'avant on a discuté ensemble et tous autour de la table, nous sommes passionnés par ce sujet. Et on a, pour tout vous dire, on a débattu pendant 30 minutes. Donc je pense que c'est, comme vous l'avez dit, hein, moi je suis dans le questionnement, puisque je crois aux nouvelles formes de coaching. Hein, elles sont là, elles sont réelles. Mais après, je crois aussi à la complémentarité voilà, du coaching. On va pas aller trop vite, juste... J'ai envie de le tester, voilà. J'ai envie de le tester, voilà ce que je vais dire. Lucie? Je suis d'accord avec Elisabeth. J'ai aussi envie de le tester. J'ai envie de voir ce que ça donne. Donc évidemment, j'ai des choses à dire sur les émotions et l'intelligence émotionnelle, bien sûr, mais je crois que c'est pas le moment. Mais en tout cas, ce que j'ai noté, c'est que la machine, on peut l'appeler comme ça, la machine, a posé la question: comment vous sentez-vous dans cette situation? Donc elle a posé une question sur les émotions. Donc elle s'intéresse à l'intelligence émotionnelle, mais elle ne ressent pas d'émotion. Sarah?
Merci. Oui, alors effectivement, on a longuement discuté. Donc en peu de mots, moi ce que je note, c'est qu'effectivement l'outil, pas la machine, l'outil, nous reflète nos mots. Hein, elle reprend nos mots-clés et elle nous les redonne. Et ce que je me demande, c'est est-ce qu'elle voit au-delà? Et donc, effectivement, j'aimerais passer 20 minutes avec elle pour savoir est-ce qu'elle voit au-delà. Et de quelle façon finalement on sous-traite notre réflexion. Si l'outil aujourd'hui nous reflète nos mots, est-ce que je peux me les refléter seul, ou dans quelle mesure l'outil me challenge et me permet d'aller au-delà de mes réflexions. Donc voilà, je suis intéressée. On va revenir sur tout ça. On va faire un petit point sur l'utilisation de l'IA, l'intelligence artificielle, dans le monde. Elisabeth, on en est où? C'est quoi les tendances émergentes? Et ça, est-ce que ça correspond à des demandes qui évoluent également de la part Oui, alors j'ai la chance de représenter un cabinet de conseil français au sein d'un réseau international, pour vous dire qu'il représente 225 bureaux dans 30 pays, et sur des questions du coaching et de tout ce qui est lié au talent management. Et nous nous réunissons tous les mois, en tout cas on échange tous les mois sur les évolutions du coaching. Donc, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, nos dernières réunions, elles sont tout le temps, il y a tout le temps un zoom sur ces questions de l'intelligence artificielle qui bouscule, en tout cas qui nous questionne sur nos métiers de coach demain, nos offres, les attentes de nos clients. C'est devenu une question centrale. Ce que je peux dire aussi comme ça, c'est que la France se positionne, et clairement, on n'est vraiment pas en retard sur les questions parce qu'on a un vivier de chercheurs, de tech. On a été très fort sur développer du coaching un petit peu différent. Tous mes partenaires, puisque c'est États-Unis, Asie, Europe, sont confrontés à des demandes de clients de plus en plus sur l'innovation, mais avec comment garder l'innovation, les questions, on y reviendra peut-être, d'éthique, et les questions sont, on veut plus de... Alors la bonne nouvelle, c'est que la part du marché mondial du coaching s'agrandit énormément, mais qu'en même temps, en face, il y a de plus en plus d'acteurs. C'est ce qui remonte de mes partenaires, hein. Plus en plus d'acteurs, et qui nous demandent donc des nouveaux formats. Mais ce n'est pas que du digital. Il y a des nouveaux formats de coaching, mais il y a l'intelligence artificielle. Ce qui, moi, m'a marqué ces 6 derniers mois, c'est qu'en fait, on en parlait depuis longtemps, et qu'en fait, c'est maintenant. Ce qui est très marquant, c'est qu'il n'y a pas ce temps d'adaptation, c'est que les premières offres, elles arrivent déjà. Donc, on est un peu bousculé sur comment on répond à nos clients aujourd'hui. Voilà. Mais moi, je disais juste que quand il y a une vague, je pense qu'il vaut mieux être sur la vague et apprendre à surfer la vague que boire la tasse. Donc, je suis très intéressée pour écouter. Parce que dans la vie, je coach plutôt en présentiel. Olivier, on va revenir un petit peu à ce que vous nous avez montré. Les premiers résultats, les premiers retours d'expérience. Alors, je crois qu'il y a une slide d'après. Là, par exemple, voilà, c'était une première, l'interface juste avant celle que j'ai présentée là tout à l'heure. On l'a présentée l'année dernière justement à une conférence à Seattle avec ICF et d'autres chercheurs collègues, où justement là on montrait comment, par exemple, un agent conversationnel pouvait mettre en place différentes modalités, le visuel, l'écrit, l'audio, utiliser l'écoute active, le questionnement, mais aussi la reformulation avec des méthodes de résumé. Et donc, les premiers résultats avec l'usage de l'IA, si je regarde les projets de recherche, les tests qu'on a fait, c'est vraiment, il y a quelque chose de commun qui ressort, c'est simplicité d'usage, c'est l'utilité et la pertinence du questionnement de coaching automatisé par les interfaces, ce qui permet d'activer, de développer certaines capacités comme la confiance, la créativité, une meilleure organisation du travail et aussi de la relation aux autres, parce que ça permet de réfléchir aux situations, donc aux émotions, mais aussi à ce qui se passe, aux tâches ou alors aux événements. Et aussi, donc parfois aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir que avec des avatars, par exemple, des fois, la voix peut paraître robotique pour les utilisateurs, donc des fois l'usage d'un chatbot peut s'avérer plus utile. Et ça, c'est vraiment une question de sensibilité, de personnalité. Certains adorent l'avatar parce que ça bouge, ça engage, c'est un peu plus humain. Et certains préfèrent un chatbot parce que peut-être qu'ils sont plus dans le cognitif et qu'ils ont juste besoin de réfléchir à la situation. Est-ce que je réponds à la question? Oui. Pour vous, les aspects positifs de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le coaching, d'après vous? Lucie?
Les aspects positifs que je vois clairement, c'est la compétence quand même principale du coach, c'est, je crois, l'empathie, la capacité d'écoute. Là, ce que je vois, c'est que la machine, l'outil en est capable. Donc ça veut dire que, et puis de toutes les lectures que j'ai pu faire en préparation, j'ai bien vu que c'était une envie d'apprendre l'intelligence émotionnelle à l'outil. Donc je pense qu'elle en est déjà capable et elle va certainement en être de plus en plus capable. Ce qui peut aussi, d'ailleurs, poser des questions. Mon avis, c'est que je crois en effet que ça peut être très intéressant et ça peut aussi, d'ailleurs, développer un besoin de relations humaines autres, différents. Ce qui est peut-être pas mal aussi, voilà, donc d'avoir un outil sur certains sujets et un besoin de rapport humain avec des odeurs, un corps et voilà, et des émotions. Voilà, donc c'est en ça où je vois les deux complémentaires, peut-être. Sarah? Oui, alors les aspects positifs, j'imagine la disponibilité de l'outil. Hein. Si à 4 heures du matin, j'ai une question sur mon leadership, boum, l'outil sera là. Il dort pas. Voilà. Donc je pense la disponibilité, mais au-delà, l'accès aux ressources. J'imagine que l'outil a beaucoup plus d'accès à des ressources que moi seul et en live. Le développement de compétences précises, moi je pense que l'outil est peut-être même plus pertinent que moi. Je suis coach professionnel et pourtant je pense que l'outil sur des compétences précises est plus pertinent. Mais quid de la diversité? Et j'imagine qu'on parlera après peut-être d'autres choses. Et peut-être, je rajoute à ça le coût. C'est toujours une grande discussion. Hein. Par exemple, là, des partenaires de recherche, le directeur général d'une multinationale, justement, ils font du coaching en interne, ils ont une culture, mais pour ramener cette culture du coaching à grande échelle, pas 150 personnes, mais 3000 ou 5000, ils n'ont pas envie de faire que de la formation et de la certification. Et ils voient dans ce genre d'outils, justement, la réponse pour exposer les individus, il y a beaucoup de turnover, tout ça, exposer les individus à des expériences, des comportements, des techniques de coaching pour les rendre réflexifs et donc amener à grande échelle une culture du coaching. Je rebondis juste, je pense que vis-à-vis de nos clients, nous, dans notre cabinet, ces nouveaux outils, l'IA, vont constituer des réponses très spécifiques justement pour démocratiser un accès à certaines ressources qui n'auraient jamais accès à ce développement-là. Donc, vu qu'en ce moment, on parle de guerre des talents, d'attirer, de fidéliser, de développer, et c'est pas que par, toutes les études le montrent, hein, c'est pas que par la rémunération, mais par le sens et la capacité de se développer et d'apprendre, ça peut constituer une réponse sur des volumes importants où les entreprises n'investiraient pas pour autant de salariés sinon. Voilà. Parce qu'Olivier, vous avez parlé de l'accès aux ressources inépuisable. Il y a aussi une capacité d'analyse. Alors je suppose que par exemple, lorsqu'on fait des enregistrements, ce genre de choses, on peut avoir en tout cas des réponses ou une analyse pertinente de l'IA, non ? Oui, bien sûr. Après, voilà, ce qui est très intéressant, c'est sur ce genre d'outil, on est sur ce que j'appelle un double impact, c'est-à-dire que l'individu au niveau micro va pouvoir avoir un impact puisqu'il peut prendre ce temps, prendre une posture réflexive, réfléchir, donc du coup, voilà, ralentir sa réflexion et tout ça. Et en même temps, quand derrière on fait une analyse de données, avec une agrégation, pas de données personnelles, mais bon, j'attends le sujet de l'éthique. C'est sûr que les dirigeants, les décisionnaires sont des fois surpris ou super intéressés par les résultats, nous, analystes et chercheurs, qu'on peut leur donner. Et du coup, ça touche de suite un niveau organisationnel et ça touche des notions de transformation des entreprises. Donc, c'est sûr que l'analyse de données, c'est là où il y a des choses qu'on peut faire avec les outils technologiques qu'on fait moins avec l'humain. Alors moi j'ai une question, Olivier, c'est est-ce qu'avec l'IA, on n'a pas là une capacité plus grande de personnaliser le coaching ? Alors c'est une belle question. C'est vraiment une belle question parce que là, par exemple, dans un premier temps, je suis dans les outils que je mets en place au début, dans une certaine standardisation, c'est-à-dire des fois certains partenaires ou professionnels du coaching appellent ça un coaching de niveau 1. On ne peut pas faire encore tout ce que les coachs humains font, donc on n'est pas dans le remplacement. Mais par contre, on est dans un remplacement à un tout petit niveau primaire
pour en fait toucher plus de personnes. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de systématisation ou de standardisation d'une certaine culture ou une certaine technique de coaching, ce qui est très utile. Donc, tout le monde va pouvoir accéder à ça avec la capacité aujourd'hui de l'IA générative, de prise en compte des propos, on va dire, et des mots justement en miroir de l'individu. Il y a déjà un certain niveau de personnalisation qui se fait parce qu'à chaque dialogue, on est vraiment dans quelque chose qui me concerne moi, à partir de ma situation, à partir de mes mots. Mais en plus, derrière, avec les données éventuellement et les ressources, on va pouvoir personnaliser éventuellement en fonction du besoin de l'individu. Il pourra accéder à des ressources qui iront avec son besoin de ressources, son besoin de formation, son besoin de rencontre avec un coach humain ou avec un formateur. Donc oui, on va pouvoir personnaliser le coaching. Mais voilà, ça va aller étape par étape. Donc on va pouvoir le personnaliser et 24/24 et même le dimanche. Lucie, on l'a dit tout à l'heure, en préambule, je le disais, on met l'humain au corps de nos pratiques. Est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle peut remplacer totalement l'humain ? C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Je ne crois pas, non. Je pense qu'il va apprendre. J'ai l'impression qu'on n'en est qu'au début. Donc j'imagine que les choses vont changer si on fait la comparaison avec tout ce qu'on a connu. Je crois peut-être même que ça va, je l'ai dit tout à l'heure, renforcer le besoin de rapport humain. C'est un peu ce que je crois et c'est même ce que je vis à mon niveau. C'est-à-dire que je l'utilise. J'ai utilisé ChatGPT, je vois ce qu'il apporte. Mais je vois aussi la limite. J'ai pas quelqu'un de vivant en face de moi. J'ai pas quelqu'un qui vit des expériences, qui ressent des vraies émotions. Il arrive à déceler des émotions, mais je pense quand même qu'on est encore sur les émotions primaires. Il y a quand même beaucoup de nuances. Il y a des centaines d'émotions secondaires. Ça, je ne crois pas que ce soit possible, en tout cas pour l'instant. Et je crois que c'est aussi important des fois d'avoir quelqu'un en face de nous qui partage son expérience, qui partage juste le fait qu'il se soit un être humain vulnérable. Et ça fait aussi du bien, je trouve, dans la relation de coaching et humaine de façon générale, d'avoir en face de soi quelqu'un qui répond, le coaching, c'est aussi une collaboration, je crois. Le coach grandit aussi dans le coaching, donc il y a quand même cet échange humain qui me semble en tout cas indispensable. Donc à voir en effet comment les deux se rejoignent, parce que je pense en effet qu'il y a beaucoup de choses à faire, bien sûr. Mais non, je ne crois pas que l'intelligence artificielle prenne la place ou veuille supprimer les êtres humains non plus. Je crois que c'est un outil et qu'il y a quand même toujours des êtres humains derrière aussi. Vous voyez opiner du chef ? Oui, effectivement, je ne pense pas que l'IA nous remplacera. À ce stade, je pense que les ingénieurs ne sont pas non plus là dans une démarche de remplacement de l'humain. Et je pense effectivement notamment qu'on peut peut-être déléguer certains sujets de coaching. Donc on va être amené avec l'IA à se professionnaliser encore plus pour gérer peut-être des sujets de complexité que l'IA aujourd'hui, en tout cas en l'état actuel des choses, ne peut pas faire. Je pensais au coaching d'équipe aussi également. Est-ce que l'IA pourra faire un jour un coaching d'équipe ? Pourquoi pas ? Peut-être, bien sûr, me dit Olivier. C'est la prochaine étape. On en reparlera à une prochaine table ronde, volontiers. Mais voilà, je pense que nous, notre rôle aujourd'hui est d'être conscients de ces nouveaux outils et surtout de nous aider de l'intelligence émotionnelle et d'amener nos clients à voir au-delà de la question qui nous amène. La question qui nous amène, si on la traite telle qu'elle, le sujet du jour, c'est, je pense qu'une IRA pourra tout à fait faire le job. Par contre, nous, notre rôle va être d'amener cette transformation. En quoi, en fait, cette question que vous vous posez est en lien avec ce que vous voulez accomplir de plus grand que vous ? Il y a quelque chose d'intéressant à partager. Là, par exemple, il y a deux choses. Il y a des discussions que j'ai, par exemple, avec des écoles de coaching, des écoles de formation. En général, dans toutes les discussions, on arrive un peu à la même conclusion, qui est que
en mettant en place ces standards, quelque part, avec l'IA, ça va pousser l'industrie du coaching, la pratique du coaching, en fait, ça va remettre un peu en question, mais pour le bénéfice de la pratique, pour dire que les coachs vont devoir mieux travailler, mieux se former pour justement développer leur singularité, vraiment des compétences de coach poussées, puisque aujourd'hui, l'IA, elle va pouvoir remplacer certains niveaux de coach. Donc on dit que ça ne remplace pas, mais le mot de remplacement est déjà utilisé à deux sens différents. Et oui, il va forcément y avoir un certain niveau de remplacement, mais ça va pousser les coachs à devenir meilleurs. Donc on revient sur cette notion de productivité, et potentiellement c'est ça que les organisations recherchent, c'est-à-dire de pouvoir intégrer. Alors c'est un risque et un bénéfice, parce qu'on parle, dans la vision de Pocket Confident, on parle d'intégration du coaching dans le flux de l'activité. C'est-à-dire qu'on réduit, on fait du micro-coaching, on réduit le temps d'interaction pour que l'individu puisse en fait l'intégrer dans son quotidien du travail. Parce que si je suis un leader et que là, dans 1 heure, je vais à une réunion qui est super difficile avec un gros enjeu, j'ai pas le temps d'appeler mon coach et de faire 30 minutes ou 1 heure. Par contre, si je me connecte sur mon smartphone ou mon PC et que je prends l'interface pendant 15-20 minutes, déjà, je formule mes émotions, je fais le point, je prends du recul et en fait, je génère un état cognitif et émotionnel qui me permet de me positionner d'une manière complètement différente pour la réunion. Donc voilà, dans cette recherche-là qu'on fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que on fait juste, là, l'article, ça sera sur les similitudes et les différences. On n'est pas là pour dire s'il y en a un qui est meilleur. C'est juste qu'il y a des schémas, des bénéfices, des avantages pour les deux, mais que voilà, il y a potentiellement aussi une efficacité différente avec l'IA. Voilà. Ça fait réfléchir. Et tout à l'heure, Lucie, vous l'aviez abordé. Est-ce que demain, l'IA pourra saisir beaucoup plus facilement nos émotions? Je pense à la reconnaissance faciale, je pense à l'analyse du langage, etc. Est-ce que tout ça progresse très très rapidement, ou est-ce que de toute façon, il y a un gap tel que ça ne fonctionnera pas, ou pas totalement? Alors là, je suis un peu sur mes limites d'expertise. Je suis pas dans. C'est vrai que pour l'instant, je suis beaucoup basé sur le langage. J'étudie vraiment cet aspect-là, on va dire, de la communication humaine. Mais oui, aujourd'hui, avec les technologies de reconnaissance faciale, de mouvement du visage, il y a beaucoup de produits de technologie et de prototypes qui sont mis en place. Et donc ensuite, ce qui va être intéressant, c'est de connecter, de croiser ces données. Et quand on fait l'analyse, par exemple, comme je le fais à partir du langage verbal ou écrit et le langage non verbal, on va pouvoir créer justement un système d'inférence, c'est-à-dire un système de raisonnement ou de conclusion et de recommandation ou de proposition de réponse de l'IA qui très probablement va pouvoir faire des résultats saillants. Mais là, voilà, je suis dans la limite de mon expertise et je ne peux pas vraiment m'avancer sur le sujet plus que ça. Mais ça peut arriver. Ça va arriver. Ça va arriver. Sarah, tout à l'heure, vous disiez, bon, on est peut-être aussi à un moment où il va falloir déléguer un certain nombre de questions à l'IA et puis le coach fera autre chose ou différemment. Est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi, c'est peut-être quelque chose que je vois là, de standardisation dans les réponses? Je vois beaucoup de recommandations finalement. Oui, alors Olivier a en partie répondu, et je suis ravie, il l'a dit. Oui, il y a une standardisation, il l'a dit. Ça a été filmé normalement. Je plaisante. Et effectivement, je pense que nous, on va être amenés, et je crois que ça a été dit autour de la table, à trouver notre singularité en tant que coach. Je pense que nos clients vont venir privilégier en présentiel ou en distanciel. Moi, je fais beaucoup par distanciel, mais un coach humain. Peut-être ils vont aussi vouloir un coach bio, le coach artisan qui, à part un Zoom ou une autre plateforme de visioconférence, n'a pas d'outils pour revenir à l'essence même. Et voilà, oui, c'est sur la standardisation, je pense que ça va évoluer, et je pense aussi, et peut-être, pardon Olivier, et peut-être qu'effectivement, ce qui est intéressant avec l'IA, c'est que plus on l'utilise, plus on la nourrit. Donc on est un petit peu fossoyeur de notre métier, nous en tant que coach, si on utilise l'IA, et qu'effectivement à un moment, ces bases de données-là que nous nourrissons vont peut-être être en mesure de personnaliser le coaching pour tel ou tel profil. Juste une nuance sur la notion de standardisation. Je pense, en tout cas, la manière dont je l'intentionne, c'est de standardiser, par exemple, un code déontologique, une pratique, des techniques, par exemple, le questionnement et pas le conseil.
Et c'est vraiment là-dessus, avec Pocket Confident, c'est le sujet sur lequel je me bats. Il y a beaucoup de solutions très commerciales et tout ça qui sont dans la suggestion, les outils de recommandation, il y a beaucoup de ça. Et c'est vrai que moi, à travers dans mon travail, ce que j'essaye de faire, c'est de rester un puriste du coaching, en tout cas de m'occuper de certaines pratiques qui sont vraiment dans le fait de questionner l'individu pour faire émerger les réponses. Donc c'est vraiment, en tout cas en ce qui me concerne, ce qui m'intéresse, c'est de standardiser ce type de philosophie et ce type de méthode pour que justement la démocratisation soit peut-être la meilleure possible, si j'ose dire. Mais voilà, après... J'ai une question par rapport à l'outil, parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un cherche un coach, on appelle ça, il fait du shopping, il rencontre plusieurs coachs et il fait son choix en fonction de plusieurs critères, et en particulier, je crois, sur ce qui s'est passé pendant l'échange et dans la relation. Donc là, est-ce que ça marche sur le même système, c'est-à-dire que c'est plusieurs types de coachs avec des formulations différentes, des plus ou moins sympas, plus ou moins violents, j'en sais rien. Mais est-ce que c'est le même coach qui a justement les mêmes critères de déontologie, d'éthique et aussi de style, sur la manière de s'exprimer, ouais. Sur la manière dont fonctionne l'outil ? Non, là, il y a une expertise à l'origine, par exemple, qui est la mienne. Et derrière, bien sûr, je travaille toujours avec, par exemple, avec ICF Global, parce qu'on met en place les standards pour l'IA, des partenaires ou des clients ou même investisseurs aussi qui sont tous dans le coaching. Donc, le but, c'est de faire revoir, de faire tester toujours, d'avoir l'avis, en tout cas, d'autres experts. Mais il y a pas, je ne me sers pas forcément de la manière dont certains... Des niveaux je voudrais qu'il soit moins sympa ou plus sympa. Alors on pourrait le faire là avec le partenaire, en fonction de l'expertise coaching que j'ai, on pourrait très bien arriver à ce genre de résultat. C'est pas ce qu'on fait puisque c'est pas le besoin, c'est pas notre intérêt, c'est pas nos priorités, c'est pas les contraintes qu'on choisit d'avoir pour l'instant. Mais en tout cas, ça serait quelque chose qu'on pourrait faire. On va en venir à la face un peu plus sombre de l'intelligence artificielle. Je crois que c'était le 28 mars, il y a 1 millier d'experts, dont Elon Musk, le patron de Twitter, hélas, et de Tesla, qui ont écrit pour demander un arrêt des recherches sur l'intelligence artificielle, parce qu'ils trouvaient qu'il y avait des dangers, il y avait des problèmes auxquels on ne pouvait pas, pour le moment, apporter de réponse. Alors, Sarah, ces dangers et les problèmes éthiques majeurs que pose l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le coaching. Donc, tout d'abord, effectivement, quelle base de données nous utilisons, avec quel aval des clients, puis j'ai des clients, des milliers de clients, j'imagine, pour créer une base de données fiable qui peut générer ensuite sur lesquelles l'IA peut s'entraîner et générer des questions pertinentes. Quid aussi de l'entreprise qui sera la première à générer un outil qui fonctionne. Si on pense aux moteurs de recherche, aujourd'hui, la plupart des personnes utilisent notamment un moteur de recherche parce que c'est eux qui ont trouvé, qui ont créé le premier moteur de recherche qui vraiment fonctionnait et on s'est engouffré dedans et on est encore là-dedans. Donc, quid du monopole de cette entreprise privée qui réussira à développer ça ? Également, qui fait le cadrage éthique ? Qui est impliqué dans le cadrage éthique ? Est-ce que c'est l'entreprise privée ? Je pense que là, les fédérations professionnelles, dont effectivement ICF Monde, ont un rôle à jouer. Mais je pense aussi que nous, en tant que coach individu, les écoles de coaching ont aussi un vrai rôle à jouer pour transmettre un socle commun éthique à suivre. Les autres dangers que je vois, c'est qui supervise l'outil. L'homme n'est pas infaillible, l'homme crée l'outil peut ne pas être infaillible. Et enfin, et pour rebondir sur la présence qui ont été mentionnées par Lucie et Elisabeth, le coaching est basé sur la présence. Donc effectivement, quid de ce lien que l'on crée. Et je pense que ça nous pousse encore plus, nous coachs, à être présents quand on est avec un client et vraiment à lui offrir notre présence encore plus consciemment quand on connaît ce qui peut arriver.
Je suis totalement d'accord. Le coaching aujourd'hui, quand on est alors en distanciel ou en présentiel, mais avec un coach fait de chair et de sang, c'est que quand même on offre un cadre qui est exceptionnel et qui est essentiel, surtout dans nos vies bousculées, qui est un cadre unique de confiance, de confidentialité et où on n'a pas de jugement. Et ça, c'est unique, il faut le préserver. Et c'est ce qu'on en parlait ensemble. Hein. Lucie, tu en parlais, je crois, c'est pour aussi dire, c'est essentiel pour garder comment nous interagissons ensemble dans la vraie vie, quoi. Donc, ça, c'est mon petit... Et alors, moi, mon inquiétude, parce que j'ai entendu la data, la donnée, on ne parle que de ça. Le coaching, tout ce qui se passe dans la séance de coaching reste confidentiel. On parle de la tripartite, il y a le coaching et il y a la tripartite. Donc ça reste confidentiel, on est bien d'accord, on part d'objectifs et on va, avec le N+1, le RH ou les autres parties prenantes, revenir sur ces objectifs. Mais vous le savez bien, dans un coaching, hein, il y a des coachings qui sont traversés par des événements, par des crises ou par d'autres prises de conscience. Ça reste confidentiel, ça reste entre le coaché et le coach. Donc ma question... tout à l'heure, on parlait de data et je suis sûre que des entreprises demanderont l'analyse de ce qui s'est passé sur 3000 personnes dans les séances de coaching. Donc ça au-delà, ça me questionne beaucoup, puisque quand on est coach ou consultant, on est toujours sur cette dimension forte éthique et je pense que ça va, nous en tant que coach, on va être encore plus à devoir montrer, et c'est normal, qu'on est supervisé, qu'on est certifié, que tous les 2 ans. Donc on va rentrer dans un processus de qualité encore plus fort. Bon, après tout, pourquoi pas, tant mieux, mais on va devoir se battre. Alors se battre, c'est peut-être un mot trop fort, mais en tout cas être vigilant, je suis un peu emportée, être vigilant pour garantir cette qualité-là. Voilà, donc il y a ces 2 points, et l'analyse de la donnée, parce qu'aujourd'hui, nous, chez nos clients, quand on intervient de plus en plus, la question toute bête de savoir où sont hébergées les données devient centrale. Et il y a des clients pour qui on ne peut pas proposer certaines choses, voilà, parce que c'est pas français. Je ne sais pas si j'ai été claire, ça va ? On va répondre à cette question, Lucie. Je vais juste rajouter, moi, ma réponse, vraiment en restant axée sur le sujet de l'intelligence émotionnelle, puisqu'on vient de dire qu'a priori, l'intelligence émotionnelle de la machine va l'avoir, va pouvoir la simuler en tout cas, et générer des émotions chez l'autre. Et ça, c'est important aussi parce que ça veut dire qu'il y a une dimension affective donc, qui se passe entre l'humain et l'outil. Et donc, moi, je me pose la question de ça. Qu'est-ce que ça va donner, cette relation-là ? Est-ce qu'il ne va pas y avoir une forme de dépendance ? Et voilà, mon inquiétude, elle est sur qu'est-ce que va donner cette relation affective avec l'outil. Alors, 2 choses. Olivier, il est devenu l'avocat de l'intelligence artificielle. C'est pour ça qu'il s'est Moi, j'agis en toute neutralité, on est bien d'accord. 2 choses. Effectivement, confidentialité, protection des données. Beaucoup de serveurs sont aux États-Unis. On a vu par le passé qu'il y avait parfois quelques soucis, des données qui passaient l'Atlantique, atterrissaient ailleurs et qui étaient utilisées un peu étrangement. Ça, c'est la première question. La deuxième question, donc, ça concerne effectivement la dépendance. On l'a dit, un outil dispo 24/24, 7 jours sur 7. Olivier ? 2 choses. Il y avait un petit sujet sur le non-jugement. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient des utilisateurs. Et c'est vrai que le fait qu'il n'y ait pas de jugement, c'est quelque chose de très intéressant pour les utilisateurs. Ils apprécient beaucoup ça, en général, des outils comme cela. Alors là-dessus, voilà, nous, avec Pocket Confident, justement, ce que j'ai tout à l'heure sur mon intention de rester dans les règles du questionnement réflectif et de ne pas donner de solutions ou de conseils, c'est vraiment un choix. Et aussi, dans les choix, ça nous amène, par exemple, à faire de la supervision avec des partenaires de coaching, soit des écoles certifiées, avec ICF, mais aussi on a été parmi les premiers, alors c'est sûr qu'on était pionniers dans l'IA coaching, mais rapidement, avec le directeur technique, par exemple, on a mis en place un code de l'éthique pour l'usage de la technologie dans le coaching. Dès le début, même avec le partenaire Davi avec qui on fait l'interface, les données sont stockées sur les serveurs en Europe, dès qu'on peut en France au maximum. Des fois, ça peut être en Hollande. Bon, alors ça dépend des ressources, des capacités. Donc, on est constamment dans ce respect du RGPD, vraiment de règles éthiques. Là, par exemple, dans la recherche que je fais,
aucune donnée personnelle n'est demandée ou n'est utilisée. Donc en fonction, ce qui est intéressant, en fonction de la question de recherche qu'on veut faire, on n'a pas forcément besoin de l'identité de la personne quand on sait comment on va l'atteindre dans l'organisation et tout ça. Donc il y a vraiment ces règles d'éthique-là. Je pense que c'est important, c'est d'avoir, quand on regarde le RGPD, on ne prend que ce dont on a besoin. On n'utilise que ce dont on a besoin. Ce qui est intéressant avec les approches que je prends, c'est que jusqu'à présent, je n'ai pas besoin d'utiliser de données personnelles pour générer un certain niveau, on va dire, d'expérience de coaching. Donc à partir de là, c'est-à-dire que les données sont des histoires, j'ai envie de dire, non identifiées. J'allais dire notes, mais pas forcément, c'est un autre sujet, mais non identifiées. Et ensuite, quand on prend une masse de données et qu'on l'analyse de manière avec une agrégation, un certain niveau d'abstraction, on peut rendre compte de certains, on va dire, de certains mécanismes, par exemple des sujets ou des mécanismes cognitifs ou certains besoins de ressources sur un groupe de personnes sans exposer les individus. Et c'est comme ça que, en tout cas, la manière dont je travaille et je souhaite, on va dire, aider les organisations à se transformer, c'est d'utiliser, en tout cas, ce que peut-être j'appelle cette opinion éthique, parce qu'on peut faire des résultats. Voilà, donc c'est vrai que c'est très important. Et la data, la donnée, c'est vrai que là, c'est la question du biais. C'est pour ça, par exemple, que ICF Global, aujourd'hui, travaille sur la publication des premiers standards. La manière, quel type de données on va aller produire, qui c'est qui la gère, quels sont les biais derrière. Par exemple, moi, j'ai des biais. Je suis formé au coaching. Dans quelle école? Quel type de coaching? Coaching génératif ou coaching individuel ou d'organisation, mais selon quelle école? Donc tout ça, en fait, les biais, il y en a partout, les biais humains. L'important, c'est pas dangereux un biais quand on le conscientise et quand on sait avec quel biais on travaille. Il y a un cas, par exemple, de biais d'IA. En Australie, ils ont utilisé Robodet. Et Robodet, en fait, était biaisé dans la manière dont les données étaient renseignées, et c'est allé jusqu'à harm en anglais, c'est-à-dire menacer la santé sociale, la santé des personnes, parce que le gouvernement, en fait, chassait les personnes pour les retours de taxes, les paiements, tout ça. Donc il y a des personnes qui ont fait des tentatives de suicide. Pourquoi? Parce qu'à l'origine, les personnes qui ont mis en place cette solution touchaient des données sensibles, les revenus, les taxes, tout ça, donc ce qu'on se met dans la poche à la fin pour vivre. Et la manière dont la donnée a été traitée, il y avait des biais dedans. Et donc, du coup, le robot n'a pas, on va dire, pourchassé les bonnes personnes. Donc ça, c'est vraiment, je pense, un des points les plus importants. Et si je peux partager une peur, mais qui est là présente à chaque fois et sur laquelle je suis toujours en train de réfléchir, c'est quid de l'influence de ces solutions-là. Parce que c'est sûr qu'avec l'intention et le cadrage que j'en fais, mon but, mon intention, c'est de cadrer pour que l'individu réfléchisse et soit créatif ou confiant pour qu'il puisse évoluer dans une certaine direction qu'on valide tous ensemble, avec le client, les professionnels, tout ça. Mais quelqu'un d'autre qui n'est pas moi pourrait aussi, c'est déjà le cas je pense, mettre en place des solutions à forte influence cognitive et émotionnelle. Et en fait, quelque part, on peut... Donc ça, il faudra l'encadrer, parce qu'on peut changer et influencer les états, générer des états chez l'individu. Et ça, je pense que c'est vraiment aussi le prochain nerf de la guerre, sur des solutions comme ça, très cognitives, affectives, très proches des mécanismes humains. J'étais un peu long. Non. Et donc, être accro à l'IA coaching, ça peut arriver? J'ai suivi un utilisateur, en donné, j'en ai pas fait là, une recherche publiée, mais j'ai suivi un utilisateur sur 12 mois. Il y a une vidéo sur YouTube. Et en fait, pendant 12 mois, en fait, les premiers mois, il l'utilisait à un moment donné tous les jours. Et même dans j'ai des retours email, tout ça, donc j'ai fait quand même une petite recherche là-dessus. Et il me disait des fois, mais je l'utilise même sur mon tapis roulant. Parce que je suis en mouvement, tout ça, donc il utilise son tapis roulant, dans sa cuisine, un peu partout. Et puis petit à petit, en fait, après c'était de temps en temps, 1 fois, 3 fois par mois, et puis après ça s'est diminué. Mais ce qui est intéressant, c'est que alors, cette personne peut-être était très consciente, elle avait peut-être un niveau de stabilité qui était OK, on va dire, qui était propice à ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après son feedback, donc elle est devenue un peu accro à un moment donné. Et puis après, elle a réussi à s'en détourner ou à arrêter parce qu'elle avait ancré certains réflexes. Et la personne me disait, maintenant, j'ai plus besoin de Pocket Confident. En gros, j'ai des réflexes comme ça, c'est automatique. Et ça revient en donné à ce que vous disiez, je crois, tout à l'heure. C'est à un moment donné, est-ce que c'est pas aussi
le rôle du coach de rendre l'individu autonome dans la manière dont il se comprend et utilise ses propres mécanismes. L'esprit critique, la réflexivité. Si la personne a connaissance de soi, si la personne se connaît suffisamment, à un moment donné, est-ce qu'elle peut devenir accro pendant des coachs humains aussi, je pense. Je n'ai pas expérimenté ça en tant que coach, mais peut-être. Et est-ce qu'à un moment donné, suffisamment de connaissance de soi n'amène pas l'individu naturellement en fait, à reprendre le cours de sa vie tout seul. C'est aussi le coach qui peut mettre le cadre et qui peut dire stop et qui peut dire non. Donc là, vous avez dit quelque chose d'important. Vous avez dit, quand on conscientise, je crois que la grosse différence, c'est que la machine, l'outil n'a pas de conscience. Et donc, pour l'instant... Voilà. Oui, mais elle n'en a pas. Donc, elle ne peut pas, elle, intégrer et dire, là, je vois qu'il y a un problème, donc je vais arrêter. Elle peut ? Je pense. Ah oui. Bien sûr. Tout ce si elle peut mesurer, si elle peut questionner et qu'elle peut prendre une opinion en retour et du coup mesurer, ça veut dire qu'elle peut inférer, elle peut comprendre, interpréter que cette personne a passé tant de temps et qu'elle n'a pas encore conscientisé ou qu'elle a conscientisé le fait que c'est suffisant ou que c'est trop ou pas assez. Et donc, en fonction de comment on la cadre, la machine, du coup, on peut lui apprendre à dire non, en tout cas à suggérer d'autres pratiques. Oui. C'était plus, je veux pas dévier là. Je me demandais si la machine parle toutes les langues du monde. Alors, j'allais poser la question. Alors, je suis désolée. Mais merci, Elisabeth. Effectivement, la machine, elle se nourrit sur le net. Les langues majeures sur le net, c'est l'anglais et le mandarin. Il n'y a pas là un petit problème ? Parce que j'ai cru comprendre que pour l'instant, l'IA était un peu comme les étudiants ou les lycéens français. On a avait un peu de mal avec les langues. Là, par exemple, alors là, c'est pas de mon ressort, c'est pas moi qui mets en place la traduction de multilangue. Par exemple, il y a des solutions qui le font très bien, ça marche super bien. Vous regardez aujourd'hui le traducteur Google, quand même, on fait des choses géniales. Après, il faut réviser. Mais par exemple, à l'interface, elle marche vraiment aussi bien en français qu'en anglais. Derrière, il peut y avoir l'italien, l'espagnol. Donc, il y a quand même plusieurs langues qui peuvent bien marcher. Après, voilà, j'ai pas fait des tests ni en japonais ni en mandarin. Mais en tout cas, c'est des langues disponibles dans certaines solutions de traduction. Parce que dans le domaine du coaching, et d'ailleurs, on nous le demande, quand on demande un coach anglo-saxon, il n'y a pas que la langue. Il y a toute la dimension culturelle sur les sujets. Donc, coacher quelqu'un à Taïwan ou coacher quelqu'un à Varsovie, à Paris, même voilà, donc européen, non européen, il y a des dimensions importantes. Parce que je me dis, sur cet outil, on disait que un de ses avantages, c'était de démocratiser, de permettre à des grands groupes d'offrir des milliers d'accès pour se développer, etc. C'est très bien. Mais c'est les petits points de vigilance qu'on connaît dans la réalité en plus. Donc, on intervient, nous, on demande des coachs plus multiculturels. C'est pas que la langue quand on demande un coaching, un coach d'un certain pays. J'ajouterais, qu'il y a effectivement le problème des ressources. Plus riche en anglais, plus riche en mandarin. Là, ma réponse là-dessus, je pense que ça va être super simple. Pour l'instant, je pense que ça va dépendre d'un certain niveau de coaching, c'est-à-dire ce qu'on veut faire, l'objectif avec l'individu. Si c'est de démarrer une conversation peut-être simple, de démarrage ou de niveau 1, comme certains pourraient dire, pour défricher, voilà, c'est le mot qui est souvent utilisé, pour défricher, pour permettre à l'individu de prendre la posture réflexive, de formuler sa situation, ses émotions, ce qu'il voudrait. Ça, si la personne est suffisamment à l'aise, en tout cas les projets de recherche, ce qu'on fait, c'est si la personne est suffisamment à l'aise et que déjà elle converse dans la vie de tous les jours, ou qu'elle peut parler, qu'elle est française et qu'elle peut parler anglais, par exemple, c'est suffisant pour démarrer ou pour avoir certains niveaux de coaching. Je pense qu'à un moment donné, alors j'ai pas la recherche là-dessus, ou j'ai pas le papier en tête, je sais pas encore si ça a vraiment été fait de manière qualitative, mais je pense que ça va vraiment dépendre de la capacité de la personne à être à l'aise dans une autre langue et le type de situation, le contexte aussi à aborder. Des fois, on peut avoir plus ou moins besoin de cet aspect culturel.
De plus en plus, les États réfléchissent à comment répondre, comment à parer ces problèmes, ces dangers, ces dérives potentielles. Il y a quelques jours, le Parlement européen a validé un projet de régulation de l'IA. Alors maintenant, il va falloir se rapprocher des États membres. Elisabeth, est-ce que le métier de coach en France est suffisamment structuré? Et si on le compare à ce qui se passe à l'international, est-ce qu'on est prêt finalement pour cette révolution technologique? Je ne me sens pas capable de répondre tout à fait entièrement à cette question. La chose dont je suis certaine, c'est qu'en France, on a quand même la chance d'avoir des certifications, il y a le Syntec, etc. Ce que nous n'avons pas dans certains autres pays. Il y a des grands pays plus libéraux où on n'a pas je suis fatiguée, voilà, ces accréditations, ces certifications. En France, on a déjà ça. Et je pense qu'on n'est pas en retard si on regarde au niveau mondial. Mais je pense que toute cette révolution, qui va beaucoup plus vite que prévu, va nous forcer, nous, dans nos métiers de coach, à être beaucoup plus, à aller encore plus loin sur reconnaître nos compétences, valoriser notre compétence, et pour montrer qu'on fait du coaching complémentaire et différent. Voilà, ça, j'en suis persuadée. Voilà. Et alors, au niveau européen, j'aimerais bien, on verra. Il va falloir conclure, déjà. Alors, pour conclure, j'ai demandé à ChatGPT s'il était possible de coacher professionnellement l'humain avec l'IA. Et voici ce que m'a répondu ChatGPT. En tant qu'IA, je ne peux pas répondre à cette question avec certitude, car cela dépend de la définition de coacher professionnellement. Cependant, il est possible d'utiliser l'IA pour soutenir le coaching professionnel en fournissant des analyses de données et des recommandations basées sur des modèles de comportement et de performance. L'IA peut également aider à automatiser certaines tâches administratives et à faciliter la communication entre le coach et le client. Cependant, il est important de noter que l'humain reste au centre du processus de coaching et que l'IA ne peut pas remplacer complètement l'interaction humaine et l'empathie nécessaires pour un coaching efficace. Ça, c'est ce que ChatGPT nous... Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Il faut aussi comprendre que donc, ChatGPT, OpenAI, la société derrière, avec plein d'humains qui travaillent, c'est aussi le choix de paramétrer ce type de tonalité, de langage, pour pas faire peur. Non, et surtout pour pouvoir avoir un usage de ChatGPT qui reste dans ce qu'on souhaite avoir. Donc c'est très positif. Mais en tout cas, voilà, quand on est sur certains niveaux de recherche avec des confrères et qu'on montre qu'on peut déclencher certaines compétences, capacités quelque part, mes projets de recherche et certains collègues, on est déjà en train de dire que c'est pas tout à fait vrai. D'accord? Donc il y a des choses vraies, mais voilà, ça génère un type de langage qui est aussi dans le fait de rassurer l'humain et de l'engager. Parce que si l'humain n'est plus engagé, il ne converse plus, il n'y a plus de données, il n'y a plus de ChatGPT. Donc il faut aussi se questionner sur c'est quoi les intentions derrière. Le sujet de ma question, quand je disais si on pouvait choisir la tonalité de son coach, c'était exactement dans ce sens-là. Parce que quand on pose des questions à ChatGPT, puisque j'ai fait le test du style coaching ou thérapeutique, il dit quelque chose, puis il finit toujours par dire « mais je vous conseille quand même d'aller voir un thérapeute qui sera plus à même de vous aider ». Donc il termine toujours comme ça, en fait. Alors, je vais vous demander à chacune de conclure, vous aussi. Peut-on coacher professionnellement l'humain avec l'IA? Elisabeth? Je pense on est au début, que c'est complémentaire. Oui, potentiellement. Oui, potentiellement. Mais avec beaucoup de garde-fous. Et je reste quand même convaincue que l'IA, en tout cas moi je ferai tout pour, ne remplacera pas certains modes de coaching plus traditionnels qui répondent à d'autres enjeux. Voilà. Moi, je suis très inquiète. Enfin, je préfère, qu'il y ait des gens ce que j'avais pas perçu au début de nos tables rondes, c'est que je préfère avoir des personnes qui travaillent sur ces questions-là avec une éthique, parce que je suis beaucoup plus inquiète de ce que ça peut devenir sans cette éthique-là. Voilà. C'est ça qui me marque beaucoup.
Moi, je pense que oui, puisque de toute façon, il y a des êtres humains derrière, si j'ai bien compris. Et donc, c'est ces êtres humains-là en qui on doit faire confiance. Je crois aussi, vraiment, je pense que ça va modifier les rapports humains. Et j'ai un esprit plutôt optimiste, donc je vais dire que ça va les modifier dans le bon sens. Merci. Donc oui, tout à fait. Moi, je suis convaincue qu'on peut coacher je vais revenir aux compétences, sur des sujets qui ne sont pas complexes. On peut coacher l'humain avec l'IA. Je pense qu'il y a des sujets qui seraient amusants de déléguer. Si je délègue la question du sens à une IA qui n'a pas d'expérience, de vécu, là, je suis moins convaincue, mais j'attends d'être éblouie, peut-être en 2030 et même avant, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, vous parliez, Elisabeth, de garde-fou. Je pense qu'effectivement, en tant que coach, on a une vraie responsabilité à développer. On parle, vous savez, d'écologie du coach, à développer une éthique du coach. Et l'éthique, c'est quelque chose qui est personnel, c'est quelque chose qui va guider vos actions. Et donc, moi, je vous invite vraiment à ne pas être naïf sur le sujet et à développer, vous, en tant que coach humain, avec votre éthique qui vous est personnelle, qu'elle soit alignée avec vos valeurs, et qu'est-ce que vous êtes prêt à faire et qu'est-ce que vous n'êtes pas prêt à faire. Olivier ? C'est sûr, quand je vois des utilisateurs, soit des étudiants qui l'utilisent pendant 3 mois et qui me disent avoir amélioré leurs objectifs ou se sentir mieux avec eux-mêmes ou pouvoir prendre en main certaines situations ou comprendre comment ils gèrent des situations, là, oui, je peux être que croyant. Je me dis, s'ils l'ont fait et qu'ils me rapportent ça, c'est qu'on peut coacher l'humain avec l'IA. Quand je vois des managers d'entreprises qui me disent ça m'a ramené aux situations, ça, voilà, je vois l'IA, ça m'aide, donc ça m'inspire confiance. Voilà, c'est pour ça, et c'est vraiment la raison aussi qui a motivé mon doctorat aujourd'hui, de dire, bon, il y a quelque chose de fort qui se passe, et il faut plus de structure, de la rigueur, et donc c'est ça qui m'amène à faire la recherche, parce que j'y crois, mais il faut constamment, je pense, être en posture réflexive, se poser des questions pour vraiment aller dans le bon sens. Donc oui, mais avec des garde-fous et une posture qui permet de le faire. Bon, on avait dit 1 heure, et on a fait 1 heure. Alexandra Boulade, qui est directrice adjointe de l'IFOD. Alexandra, ChatGPT, sa réponse, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, je vais peut-être me mettre par là pour pas trop gêner. Alors, je suis scotchée là sur ma chaise, j'étais complètement toute oui. Alors, déjà, peut-être pour répondre à la question dans l'ordre, nous, à l'IFOD, on est d'accord avec ChatGPT. Déjà, c'est un fait. On pense que l'IA ne va pas remplacer l'humain. Parce que, alors, et je l'ai mis en gras, là, c'est moi qui est sur la slide, ne peut pas remplacer l'interaction humaine, parce qu'elle ne dispose pas de l'empathie nécessaire pour accompagner les individus, en tout cas pas aujourd'hui. Et vous l'avez dit, très clairement, l'IA, a priori, aujourd'hui, n'a pas encore de conscience, elle n'a pas de sentiment, et donc elle ne ressent pas, comme tu l'as souligné, Lucie. Et on sait ô combien le ressenti est important dans le coaching, dans la relation qui se joue avec le coaché. C'est le fameux canal 7, comme on le nomme à l'IFOD. Pour autant, on pense, et vous l'avez aussi tous souligné, on pense que l'IA va nous stimuler. Elle va pousser les coachs vers davantage de professionnalisme, davantage de qualité, d'efficacité. Et alors elle va laisser aussi peu de place aux coachs qui s'improvisent coach, comme on le dit. Elle va aussi certainement nous amener à évoluer dans un système hybride. Et c'est un petit peu ce que je comprends aussi en vous écoutant, c'est qu'en fait, on va avoir le choix entre se faire coacher soit par une IA, soit par un humain, soit par les deux. Tout dépendra aussi peut-être de où on en est, où on se place, côté entreprise, côté, si on est la nuit, voilà, peut-être qu'on aura ce choix. On va naviguer avec les deux systèmes pendant certainement un petit moment. Peut-être que les coachs vont l'utiliser aussi pour exercer, pour pratiquer, pour peaufiner leur coaching. En tout cas, ce qu'il est certain, c'est qu'il faut que les coachs puissent s'adapter demain et puissent se former pour utiliser efficacement les outils de l'intelligence artificielle dans leur pratique professionnelle. Et nous, à l'IFOD, c'est l'une des pistes de développement qu'on a en tête
pour les prochaines années, c'est de pouvoir lancer un programme d'accompagnement pour tous les alumni et tous les futurs coachs qui passent par chez nous. C'est aussi de les accompagner pour intégrer ces outils de façon efficace dans leurs accompagnements en coaching. Alors justement, l'IFOD, dans cette nouvelle ère du coaching, pour relever ces nouveaux challenges, comment on se positionne, comment on se prépare? Alors déjà, peut-être pour souligner, on est sur du coaching professionnel et on le restera. On ne va pas du tout sur du coaching de vie, comme on peut l'entendre un petit peu de ci, de là en ce moment. C'est une ligne de parti pris très forte à l'IFOD. On est sur du coach pro et on y restera. Alors, on a une communauté d'alumni, de 3000 alumni aujourd'hui, à laquelle on propose régulièrement de venir se former pour compléter leur formation, que ce soit pour des modules de coaching un peu spécifiques, des expertises ou des formations en soft skills. L'idée, c'est de pouvoir vraiment les inscrire dans un parcours lifelong learning, comme on dit, dans une logique de parcours formation continue. On sait, là aussi, on a parlé de compétences tout à l'heure aussi avec Elisabeth. Une compétence, aujourd'hui, je crois que ça a une durée de vie de 12 à 18 mois. Ça va très vite aussi en termes d'obsolescence. Donc, l'idée, c'est qu'on puisse aussi continuer à professionnaliser, à apporter des modules complémentaires dans leur pratique. On a aussi, alors cet hiver, on a un peu travaillé. On a travaillé sur la conception de nouveaux programmes de perfectionnement au métier et aux compétences de coach. Donc, on a lancé 3 nouveaux programmes. Un programme sur le coaching d'organisation, un programme sur le coaching à distance et un programme sur la supervision, en fait, pour devenir superviseur en tant que coach. On a complètement refondu un programme qui s'appelle le coaching d'équipe. Et on a aussi, avec Lucie, avec le CIE, lancé un nouveau programme, l'IE Manager, donc l'intelligence émotionnelle pour les managers. Donc alors, tous ces programmes sont la plupart dispensés en intra-entreprise, dans des formats blended learning, format hybride aussi, pas encore en IA, mais en format hybride. Donc, on a des modules distanciels et des modules en présentiel. Voilà, je ne détaille pas plus. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations, je vous invite à aller rencontrer, échanger notre super équipe qui se trouve à l'extérieur sous le Barnum. Alors, le futur, c'est quoi? Le futur, déjà, j'aperçois Aude, je me permets Aude, oui, je te pointe du doigt au fond de la salle, Aude Gallois, qui nous rejoindra à l'IFOD et au CIE à partir du 22 août. Et on a hâte, parce qu'on va construire l'avenir ensemble, entre autres. En fait, avec Aude, on va parler, donc Aude nous rejoint en tant que responsable de l'ingénierie pédagogique et du digital learning à l'IFOD et au CIE. Donc, on va, à partir de septembre, en fait, refondre tous les parcours qui sont hébergés sur notre plateforme Digital Learning. On a aussi prévu de créer des capsules e-learning, ainsi que des MOOC, des SPOC, enfin, bon, tous les sigles, voilà. En cours à la mode. On réfléchit aussi, bien évidemment, avec Lucie et avec le CIE à développer de nouvelles offres, de nouveaux programmes en intelligence émotionnelle, bien entendu qui soient en phase avec les besoins du marché, les attentes des entreprises aussi. Alors, pourquoi pas peut-être un programme autour du thème de l'IE au service de l'IA, coach, je ne sais pas. L'IE avec l'IA, voilà. Et puis, comme je vous le disais précédemment, on réfléchit d'ores et déjà à lancer un programme justement pour intégrer ces outils de l'intelligence artificielle pour les coachs. Et là, on a commencé à en parler avec Olivier, avec Sarah. Je suis ravie vraiment de cette rencontre. Il n'y a pas de hasard. Et je pense qu'on va pouvoir continuer à échanger ensemble pour voir comment on peut compiler tout ça. En tout cas, un grand merci à vous. C'était passionnant. C'était vraiment à la fois scotchant, rassurant aussi. Ce soir, l'IFOD a 30 ans. Toute l'année, d'ailleurs, on a 30 ans. Mais bon, ce soir, on fait un peu plus la fête. Il paraît que c'est le plus bel âge. Alors, je ne sais pas. Mais en tout cas, on compte bien profiter de cette nouvelle décennie pour être encore plus créatif, plus audacieux que jamais, peut-être même prendre quelques risques pour être un peu plus dans un esprit audacieux et de folie.
On sera bien sûr en conformité avec toutes les exigences réglementaires qui nous occupent un petit peu de temps ces dernières semaines, mais c'est bien parce que ça nous pousse aussi à nous professionnaliser, à inventer l'avenir, à être vraiment en mode de se réinventer, de saisir des opportunités de développement. Donc on sera bien sûr toujours en conformité avec Calliope, France Compétences, nos amis, et puis bien sûr en phase avec les attentes du marché. Donc on continue à construire ensemble demain. Merci encore à tous et je vous propose de passer en mode soirée. Je crois que le programme est affiché. Donc on a un petit peu de retard, on n'est plus 18h45, il est largement le temps de passer au cocktail dînatoire qui a été concocté par la maison Les Mansourettes et toute son équipe. Vous avez également la possibilité d'exercer, d'expérimenter un atelier de flash coaching de 10 minutes pour celles et ceux que ça intéresse et qui voudraient expérimenter. On a donc dans la salle qui se situe dans l'immeuble sous le porche des deux ambassadrices, en fait, Sandrine et Chloé, qui animeront ces séances de speed coaching. La galerie de portraits de nos intervenants, mais je vous invite à les découvrir avec leur petite mini-bio sous chaque portrait. Ici même, on va installer, juste après cette table ronde, un corner librairie. Donc, la librairie Coquelicot, dehors finalement, ce sera dehors finalement, pile poil on time. La librairie Le Coquelicot, donc on vous a fait une petite sélection d'ouvrages plus ou moins liés avec le sujet de ce soir, avec le coaching et avec l'intelligence émotionnelle. Donc vous pouvez aussi aller les consulter, les acheter. Tous les moyens de paiement sont acceptés, on m'a dit de dire ça. Voilà, qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? Alors oui, tirage au sort, surtout ne manquez pas le tirage au sort à partir de 20h30, il se peut qu'on ait quelques minutes de retard. On a 10 lots à gagner, dont des formations, des diagnostics EQI, du CIE et puis des ouvrages. Et enfin, vers 21h, on devrait avoir le gâteau d'anniversaire, donc les pièces montées avec les 30 bougies qui seront soufflées par toute l'équipe IFOD CIE et puis l'ensemble des intervenants qui sont là présents ce soir avec nous. Voilà, écoutez, il me reste à encore remercier tous nos invités. C'était un vrai plaisir. Et merci à tous. Bonne soirée. Merci.